Bonjour José Barbosa, vous êtes, Bonjour. vous êtes José Barbosa, ce qu'on appelle un luso-descendant. C'est-à-dire vous êtes né de parents portugais, mais vous avez passé quasiment l'intégralité de votre vie en France, puisque vous êtes arrivé au début des années 60 en France, vous aviez 7 ans, vous avez mené votre vie en France, vous êtes même devenu agriculteur. Et ce qui nous amène à vous recevoir, c'est non seulement ce parcours de vie, mais le fait que vous ayez noté tout ça, ou en tout cas écrit tout ça dans un livre qui s'appelle Saudade, qui est sorti aux éditeurs aux éditions Nombre 7, et qui raconte, alors on va dire le début de votre vie, puisque là on s'arrête, vous avez 20 ans, vous êtes au service militaire. Tout à fait. Service militaire que vous avez fait en France, dans l'armée française, et même à Tahiti. J'arrive à un âge où, évidemment, on fait un peu le point. Je suis en retraite depuis bientôt un an. Ouais. Et voilà, donc je commence à écrire cette histoire qui est en fait l'histoire de ma famille. D'abord pour ma famille et mes enfants, qui sont beaucoup plus jeunes. Surtout mes frères et sœurs beaucoup plus jeunes qui n'ont pas connu ce que j'ai connu. Une partie de ma vie un peu particulière, entre 7 ans, 10 ans et 15 ans. Ouais. On arrive en France, dans un pays inconnu, on ne parle pas la langue, voilà. Les gens comme moi qui ont vécu ça, on est des gens un peu singuliers. Un peu singuliers de par notre parcours. Ils sont un peu obligés, un peu à nous adapter le mieux possible et surtout très vite. Ouais. Moi j'ai appris le français en moins de 2 ans. Et la deuxième année, j'étais dans les premiers de la classe, à citer Victor Hugo, Baudelaire, etc. Ouais. D'ailleurs, vous parlez beaucoup dans votre livre de vos lectures, de Balzac, Victor Hugo. Oui, parce que j'avais un instituteur qui m'avait pris, disons, en affection, si j'ose dire, de par mes résultats assez positifs. Ouais. Et donc, il s'était occupé un peu de moi, un peu plus que les autres peut-être, et voyant mon intérêt pour la littérature, il m'a un peu poussé à lire tous ces auteurs qui ont fait que je suis devenu un peu passionné de ces auteurs-là, et voilà, je suis devenu français un peu, presque avant les français. Vous êtes un élève brillant à l'école, et puis les réalités économiques vous rattrapent ou vous aiguillonnent, ce qui fait que vous allez assez rapidement aller travailler à l'usine en fait. Très vite, la famille s'agrandit d'un frère ou de sœur presque chaque année. Oui, vous étiez 10 enfants, c'est ça? 13 enfants. 13, pardon, ah oui. 13, je suis l'aîné, quoi. Donc rapidement, les réalités économiques, comme vous dites, nous ont rattrapés, m'ont rattrapé. Et en tant qu'aîné de la famille, un peu le responsable de la famille après mon père, Ouais. J'ai dû assumer certaines responsabilités, dont une responsabilité financière, qui m'ont donc amené à abandonner mes études l'année de mon bac. Ouais. Et voilà, je suis entré à l'usine, comme je le lis dans le livre, le jour de mon bac, mais pas le jour où mes amis passaient leur bac, moi j'entrais à l'usine avec mon entretien d'embauche. Et alors, il faut préciser que vous êtes arrivé en Lorraine, Dans un petit village de Lorraine qui s'appelle Maron. Et à cette époque-là, il y a encore de la sidérurgie, beaucoup en Lorraine, de la métallurgie et de la sidérurgie. Ah oui. La sidérurgie était en plein essor encore à ce moment-là, et c'était l'activité principale de toute la région. Et donc vous vous retrouvez vous retrouvez métallo, comme on disait à l'époque. J'étais chef de poste dans mon atelier là, et voilà, je travaillais avec le métal en fusion qu'il fallait contrôler, gérer, distribuer, etc. On sent dans votre livre qu'il n'y a pas une grosse amertume du fait d'avoir arrêté les études. Vous avez découvert un autre univers, le monde ouvrier, qui vous intéresse aussi beaucoup, non? Et j'ai jamais de regrets parce que il y a des choses quand on les fait de bon cœur, si j'ose dire. Il n'y a pas à regretter, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a été le plus difficile en arrivant en France? Qu'est-ce qui était le plus compliqué ou le plus difficile à digérer? Vous aviez la nostalgie du pays ou? C'était surtout ça, oui, parce que mes parents, évidemment, nous élevaient dans cette optique de rentrer au pays dès qu'on aurait fait fortune, c'était un peu le terme de l'époque. Et donc on avait cette nostalgie, en plus dans une région où le climat pas très facile, la Lorraine, en plus les hivers là-bas, les hivers commencent en octobre jusqu'au mois de mai. Ouais. Et alors que nous on vivait pieds nus au soleil au Portugal, en plus je suis arrivé de l'année où je vais rentrer à l'école, donc c'était 5-6 années, premières années de vie en institution. Et vous arrivez d'où? Vous êtes originaire d'où au Portugal? Votre famille vient d'où? De Braga, exactement à Vila Verde. D'accord. Le livre là, Saudade.
s'arrête à Tahiti, vous avez 20 ans, vous êtes en train de finir votre service militaire. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retourné à l'usine quelques temps. Ouais. Et pour me rendre compte que j'étais pas fait pour la vie d'usine. Hein. Ouais. En plus, c'était la période du choc pétrolier, les années 70-75. Et donc, j'ai quitté l'usine avant d'être licencié. Ouais. Et j'ai trouvé une compagne, une Française. Ouais. Et nous nous sommes mariés, voilà, et je suis reparti dans l'agriculture. Du Nord, je suis tombé dans le soleil, ça longtemps, où j'ai suivi une école de berger, une formation de berger éleveur. Et ensuite, j'ai fait ma vie en tant qu'éleveur pendant 2-3 ans avant de m'installer définitivement en montagne. D'accord. Là, j'ai créé une ferme dans l'Ariège, dans les Pyrénées. Ouais. Une ferme avec des vaches, des moutons, des chèvres. D'accord. Et ça a été la majeure partie de votre vie professionnelle. C'est ma vie professionnelle. Vous habitez en France? Vous résidez en France? J'habite en France. J'ai la maison de famille au Portugal. Voilà, c'était ma deuxième question. Vous avez gardé un lien, une attache? Oui, il y a toujours la maison familiale. Et puis je me suis aperçu avec l'âge que on revient avec plaisir à ses racines, à ses origines. Même si je me sens tout à fait français, hein, 50%. Mes attaches, mes racines sont là-bas. Alors ça, c'est un cheminement particulier, peut-être que je raconterai dans mon prochain livre, mais c'est vraiment un sentiment particulier de reconnaissance de ses racines. D'ailleurs, on dit toujours qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Ouais. Bon, c'est souvent des formules toutes faites. Ben, je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, que c'était bien une réalité quand même. Hein, ouais. On vient tous de quelque part. C'est pas innocent parce que ça vous forme, ça vous fait votre personnalité, votre caractère, dépend beaucoup de ce parcours. Bien sûr. Est-ce que vos parents sont repartis au Portugal? Non, ils ont préparé, comme restaurer la petite maison familiale qui est devenue une très grande maison familiale. Ouais. Avec l'intention d'y rester définitivement. Mais bon, mon père est décédé prématurément avant que ça ne se fasse, et voilà, donc non, nous n'avons pas habité effectivement au Portugal. Vous-même, vous n'envisagez pas, vous n'avez pas envisagé de retourner vivre au Portugal? Non, parce que j'y vais avec plaisir, hein, plusieurs fois par an, mais très vite, la France me manque, hein, c'est ma culture. Hein. Oui, bien sûr, c'est votre pays. Non, mais c'était intéressant d'avoir votre ressenti. Bon, alors... Il y a une chose qui m'interpelle, c'est bon, tous ces gens qui voient le Portugal comme un Eldorado et qui partent s'installer définitivement là-bas. Ça me perturbe un peu. Ça me gêne un peu. Les terrains bien chers, les Portugais de souche, ils ont de plus en plus de mal à s'installer chez eux, hein, parce que les terrains, les maisons sont inabordables. Vous voyez, je pense qu'il y a un réel problème de ce côté-là. Alors oui, ce problème s'appelle la mondialisation. C'est ce qui fait que les Parisiens n'ont plus les moyens de vivre à Paris, les Londoniens n'ont plus les moyens de vivre à Londres, les Barcelonais n'ont plus les moyens de vivre à Barcelone, et les Lisboètes n'ont plus les moyens de vivre à Lisbonne. A contrario, c'est aussi ce qui rend le Portugal attractif et qui crée aussi du tourisme, des hôtels, des emplois pour les Portugais aussi. Mais effectivement, il y a toujours un côté, comment on pourrait dire, un côté assez négatif. Ouais. Bon, alors, José Barbosa, pour finir, il y aura un tome 2 ? Il y en a, mais bon, là j'aborde dans le tome 2 la partie un peu intime, c'est plus délicat, on a encore envie, tout ça. Bon, voilà, pourquoi pas. Mais ce livre, il est évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, il est écrit pour mes enfants, ma famille. Ouais. Et très vite, mes amis l'ont lu. Et je crois que je l'ai écrit aussi pour tous les Portugais qui ont vécu un peu ce que j'ai vécu, parce que ceux qui l'ont acheté m'envoient des témoignages très touchants de ce livre qui est un peu leur image également. Hein. Bien sûr. Comment on peut l'acheter? Il est disponible à la FNAC, il est distribué partout? FNAC, Amazon, le mieux c'est directement chez l'éditeur. Ça arrive très vite en quelques jours. Donc l'éditeur s'appelle Nombre 7 Éditions. Édition Nombre 7, José Barbosa Soldad. Vous cliquez sur le petit lien, c'est très simple. contact@nombre7.fr. Merci beaucoup José Barbosa, et n'hésitez pas à venir nous présenter le deuxième tome. Prochain. Absolument. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Au revoir.
Merci à vous, au revoir. La French Radio. Portugal.